Merci. Bien, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin pour ce cours de psychologie cognitive expérimentale. Et cette année, nous allons parler d'un sujet qui peut paraître un peu étroit, la perception des graphiques, un nouvel exemple de recyclage neuronal. Alors, je voudrais tout de suite vous expliquer pourquoi je m'intéresse à ce sujet. Je en profite pour dire que les diapositives sont en anglais, ce qui permet à certains collègues anglophones de suivre un petit peu. Et comme vous le savez, tous les cours du Collège de France sont disponibles très rapidement en ligne sur le site du Collège, sur YouTube. Et grâce à YouTube, on peut avoir une traduction en anglais qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui n'est pas mauvaise. Alors donc, pourquoi ce sujet l'étude des graphiques, la perception et la compréhension des graphiques aujourd'hui? Eh bien, dans les cours précédents, je vous ai parlé de plusieurs inventions qui ont bouleversé la cognition humaine par apprentissage, par plasticité. La première d'entre elles, c'est l'invention de l'alphabet, de l'écriture, et la capacité donc d'entendre la voix des morts à travers les yeux, ce que disait le poète de Quevedo. Deuxième invention majeure dont on a souvent parlé dans ce cours, l'invention des nombres, l'invention des expressions mathématiques qui nous permet de calculer, de faire des calculs exacts et de développer tout le système des mathématiques. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une troisième invention qui est souvent négligée, mais qui, à mon sens, est peut-être aussi importante, mais beaucoup plus récente, qui est l'invention des graphiques qui permettent de visualiser des objets mathématiques, mais surtout des ensembles de données très vastes. Et ces inventions se ressemblent sous plusieurs points. Elles sont toutes des inventions culturelles qui donc s'ajoutent aux capacités existantes de notre cerveau. Elles forment des systèmes symboliques, une sorte de langage symbolique graphique, qui d'ailleurs partagent cette capacité de convention symbolique, l'arbitraire du signe dont nous parle Saussure, aussi bien en termes de sémantique que de syntaxe. Elles demandent toutes un apprentissage, plus ou moins considérable. Dans le cas de la lecture ou des mathématiques, ce sont des années d'apprentissage pour devenir efficace dans ces domaines. On étudiera le peu de données qui existent sur l'apprentissage des graphiques dans les derniers cours. C'est un sujet qui n'est peut-être pas suffisamment abordé en tant que tel, à l'école en particulier. Néanmoins, ces domaines sont enseignés, et on peut se poser la question quelle serait la bonne manière d'enseigner, quels sont les concepts clés du domaine de la perception des graphiques. Et surtout, et là j'en viens à mon titre, ce sont trois domaines qui recyclent nos capacités existantes cérébrales. C'est-à-dire que nous n'avons évidemment pas pu évoluer. Ce sont des objets culturels beaucoup trop récents pour que nous ayons évolué des compétences spécifiques avec une base génétique pour percevoir les lettres, les chiffres ou les graphiques, mais on s'appuie quand même sur des compétences préexistantes, et ces objets culturels ont pu être inventés parce qu'ils recyclent des capacités préexistantes de notre cerveau, et en particulier, on verra que c'est la capacité de percevoir les formes et l'orientation des formes et les ensembles d'objets qui, ici, jouent un rôle clé dans notre capacité de percevoir les graphiques. Donc voilà l'objet de ce cours. On va en profiter pour se faire plaisir aussi et voir énormément de graphiques, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il est clair que ces graphiques font maintenant partie intégrante de notre environnement culturel. Il y en a des dizaines partout, dans les journaux télévisés également, dans les articles scientifiques, bien entendu. Pour les scientifiques comme moi, ce sont vraiment des moyens d'exploration des données. Il y a aussi des erreurs graphiques qui sont faites massivement, très régulièrement. La télévision américaine et notamment Fox News nous en abreuve. Ici, vous avez un exemple de graphique où les pourcentages sont malmenés, hein, mais on peut en trouver vraiment presque tous les jours. Hein. Donc on en verra d'autres. Et puis, il y a parfois des graphiques qui sont saisissants de simplicité, de limpidité et qui restent dans votre mémoire, j'espère. Ici, je vous laisse découvrir ce graphique. Vous voyez que sur l'axe des X, vous avez comme souvent le temps qui s'écoule de la gauche vers la droite, c'est une convention, les années. On comprend que ce sont les années avec ces chiffres, on n'a pas besoin de marquer que ce sont les années. Sur l'axe des Y, on comprend que ce sont les États des États-Unis. Et puis, très vite, l'œil est attiré vers le milieu parce qu'on voit qu'il y a une rupture, un changement de couleur et une barre noire qui l'indique. Et là, l'œil est attiré vers la légende qui dit « introduction du vaccin ». C'est le vaccin
pour la rougeole, et on comprend alors que ce sont le nombre de cas de rougeole qui sont représentés par l'échelle de couleur. Ici, c'est peut-être le seul défaut de ce graphique, c'est que l'échelle de couleur est placée en bas et est un peu confuse avec l'axe des X, qui est les années. Donc, pour vous aider, j'ai rectifié un peu ce graphique. Je pense que la légende devrait être à droite, ici, comme d'habitude. Et là, on comprend qu'il y a une diminution radicale du nombre de cas de rougeole dans tous les États des États-Unis au moment où l'introduction du vaccin se fait. Et c'est un graphique qui illustre de façon vraiment très profonde, sans qu'on ait besoin de mots, la force de ce vaccin. C'est l'occasion de rappeler que les faits sont les faits et que les vaccins fonctionnent dans toutes sortes de domaines. Vous avez des graphiques similaires maintenant qui sont produits évidemment par ordinateur, ce qui ouvre des degrés de liberté nouveaux et notamment la capacité d'animer les graphiques. Je ne sais pas si vous connaissez Hans Rosling, qui était une personne assez extraordinaire, un médecin et un des premiers data scientists, scientifiques des données, qui a créé le site Gapminder, qui a collecté en tant que géographe aussi des dizaines de milliers de données, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Factfulness, et on va écouter Hans Rosling et surtout voir comment il explique ce graphique qui est tout à fait intéressant ici. Je vais le laisser expliquer. On va revenir au début. This shows income and lifespan in the world today. Each bubble is a country. Color shows region, the Americas, Europe, Africa, and Asia. And size is population. The big ones are China and India. And this is income, GDP per capita, from $500 all the way to $50,000 per person and year. And this is lifespan, life expectancy in years. These countries have the lowest income and the shortest life. And from this corner down here, there are countries at all levels, all the way up to this corner up here with the highest income and the longest life expectancy. There are no countries here. On this high income, there is no country with life expectancy below 74. And there is no country here. On this low income, there is no country with life expectancy above 64. But look at the big picture. Most people live in middle-income countries. And on the same income level, there are huge differences in lifespan, from 50 all the way to 75 years, depending on how the money is distributed and how it's used. Voilà. Et vous pouvez explorer ce site parce que ce qui est extraordinaire, c'est que le graphique est animé. Je peux l'animer pour vous. Vous avez maintenant les années qui s'écoulent et vous allez voir tous ces pays. Vous avez retenu peut-être ce que veulent dire les couleurs, les différents pays, les différentes zones géographiques. Et vous voyez donc cette espérance de vie qui est en années, hein, qui tourne autour de 30-40 ici et qui va se mettre à monter, particulièrement en Europe, les points jaunes. Cette capacité d'animer les graphiques, ah oui, vous avez vu le petit dip là, évidemment, hein, ce sont les guerres. Hein. Voilà. Le petit plongeon, ce sont les guerres. Et puis on va voir s'installer cette courbe qu'on voyait à la fin. Ce sont vraiment des outils extraordinairement précieux, surtout quand on peut arrêter, comme ici le film, revenir en arrière, essayer de comprendre pourquoi ça a bougé, etc. Donc là, vous utilisez toutes les ressources de votre système visuel, la capacité de percevoir l'espace, la capacité de percevoir les couleurs, la capacité de faire une correspondance nombre-espace et l'utilisation de la dynamique, la vitesse, pour comprendre la vitesse des changements qui sont produits ici. Je vous recommande très vivement ce site et puis je vous recommande très vivement donc Hans Rosling parce que c'est un des premiers qui a vu à quel point les données, les faits, factfulness, l'utilisation des faits était essentielle pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Alors je reviens à mon diaporama. Évidemment, Hans Rosling est loin d'être le seul à avoir produit des graphiques de très grande qualité et on peut mentionner qu'il existe des sites qui l'expliquent. Hans Rosling est plutôt focalisé sur la médecine, c'est un médecin, mais vous avez d'autres sites qui vont vous expliquer, par exemple, le changement climatique, on y reviendra,
avec des graphiques d'extrême qualité, comme celui-ci, où vous comprenez très rapidement qu'il s'agit de la distribution de la température en été aux États-Unis. Ce sont des graphiques du New York Times, hein, et que par le passé, 1980, la distribution ici étant grisée, et bien entendu, elle s'est déplacée. Et vous voyez l'usage des couleurs, très naturel, hein, bleu, orange, rouge. On comprend tout de suite que rouge, ça veut dire très chaud et que ça a beaucoup changé. Voilà. Ces sites fournissent aussi des explications qui sont extrêmement utiles pour mieux comprendre comment fonctionnent ces graphiques, qu'est-ce que ça veut dire. La notion de distribution, par exemple, ici est assez intuitive, mais enfin, il faut quand même apprendre ce que ça veut dire. Alors, ça va être l'objet de ce cours, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le plan psychologique, cognitif et cérébral également, même s'il n'y a pas beaucoup de données, mais on en a produit quelques-unes au labo, quand on perçoit et quand on comprend des graphiques. Dans le premier cours d'aujourd'hui, je parlerai de l'origine et de l'évolution des graphiques. Dans le deuxième cours, on parlera de la décomposition des étapes de perception, de compréhension des graphiques et aussi des aspects de design qui fait qu'on conçoit un graphique pour que ces étapes de perception et de compréhension fonctionnent le mieux. Et une fois qu'on aura décomposé ces étapes, on pourra les regarder une par une dans les cours suivants. L'une des clés des graphiques, c'est évidemment la correspondance entre les nombres et l'espace, dont je parlerai au troisième cours. Également, bien sûr, la capacité de percevoir une courbe, d'inférer une courbe alors qu'on ne voit que quelques points. Donc tendance, courbe, un aspect perceptif. Ensuite, on parlera de la compositionnalité des graphiques, parce qu'il y a vraiment une syntaxe, une grammaire des graphiques. Et dans le dernier cours, on verra où est-ce qu'on arrive, hein, mais on parlera du sens des graphiques et comment l'éducation peut améliorer la compréhension du sens profond des graphiques. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine et de l'évolution des graphiques. On va se faire plaisir avec un aspect historique, on va voir beaucoup de beaux graphiques, mais surtout essayer de reconstruire l'histoire intellectuelle, les différentes étapes, les différents moments clés qui ont fait qu'on a mis ensemble toutes ces idées qui sont derrière la capacité de faire un graphique de données. Je me suis appuyé sur plusieurs livres et je parlerai pas mal du livre d'Edward Tufte. Si vous ne l'avez pas lu, c'est un livre magnifique. Et puis, il y a beaucoup d'autres livres comme celui-ci sur l'histoire de la visualisation des données, ce qu'on appelle data visualization. J'en ai mis plusieurs ici. Alors, la première chose, si on remonte vraiment loin, c'est de vous rappeler le cours de l'an passé. Hein. Depuis au moins 100 000 ans, mais plus certainement, il y a dans l'espèce humaine une capacité remarquable, unique sans doute dans le monde animal, de production de symboles géométriques. On les trouve dans les grottes ornées, on les trouve sur des objets, comme cet ocre trouvé en Afrique du Sud, qui fait partie d'une série, hein, ce n'est pas le seul, et bien entendu la capacité architecturale humaine qui fait appel à des constructions géométriques. Donc il y a un langage de géométrie, c'était tout l'objet du cours de l'an dernier, je ne vais pas le rappeler, mais je pense que c'est le début évidemment de l'utilisation des surfaces pour représenter des pensées. Quelles pensées ? On ne sait pas, on avait conclu que la plupart du temps dans la préhistoire, on n'arrivera pas à reconstruire le sens, mais on peut au moins s'accorder sur l'idée que ces symboles existent et qu'il y a une grammaire, un langage de la géométrie de ces symboles. Donc ça c'est, je dirais, l'étape 0. On a l'idée qu'une surface, des gravures, des dessins peuvent représenter. Bon, l'étape 2, l'étape 1 peut-être après l'étape 0, excusez-moi. L'étape 1, le premier graphique à proprement parler, c'est la carte. Alors là, il y a un débat pour savoir de quand date vraiment l'origine des cartes. On trouve dans la littérature des articles qui suggèrent qu'à Lascaux, par exemple, il y aurait une carte du ciel nocturne, qu'une pierre gravée, que je vous montre ici, contiendrait une carte de l'environnement. C'est très controversé, je ne crois pas qu'il y ait des données extrêmement stables là-dessus, peut-être sur les cartes du ciel un petit peu plus, mais disons que l'idée de carte se perd dans la nuit de la préhistoire. Ici, vous avez donc une tentative d'attribuer aux gravures sur cette pierre deux sens différents. Il y a clairement des animaux et des représentations pictographiques, et puis, d'après les auteurs, il y aurait la représentation, par exemple, des rivières. Alors ça aide qu'il les ait tracées en bleu ici, parce que sinon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment
pas très plausible de penser que ça c'est une représentation des rivières avec plein de traits parallèles qui se croisent, qui ne sont pas spécialement courbés comme les enfants le font naturellement pour représenter des rivières. J'ai lu cet article en amateur évidemment, mais sans être convaincu de l'interprétation ici géographique de cette pierre. Mais l'an dernier, je vous avais parlé d'un autre exemple qui est le travail de Rémi Crassard, où il n'y a aucun doute qu'il s'agit là d'une des toutes premières cartes indubitables de l'humanité. Donc je reviens brièvement là-dessus. Vous vous souvenez peut-être de ces structures architecturales qu'on trouve dans le désert, en Jordanie, en Arabie Saoudite, et qu'on appelle des cerfs-volants du désert, parce que ça ressemble un petit peu à un cerf-volant. Il y a une espèce de ligne droite qui est formée de deux murs parallèles, qui peut être courbée à la fin, et puis ensuite un immense enclos entouré de murs, avec des trous qui servent vraisemblablement à faire chuter les animaux, et donc à chasser, et qui ont cette forme gigantesque vue du ciel. Mais bien entendu, les personnes qui l'ont construit ne l'ont jamais vue du ciel. Et pourtant, on trouve, et c'est cet article de PLOS ONE qui est vraiment extrêmement intéressant, les archéologues ont retrouvé deux stèles sur lesquelles, de façon absolument indubitable, il y a des gravures à l'échelle d'une cinquantaine de centimètres ici, qui représentent des cerfs-volants du désert. Et qu'on retrouve vraiment la structure architecturale avec la grande droite d'arrivée, la route d'arrivée, qui doit sans doute canaliser les animaux. Il y a parfois des symboles supplémentaires, comme ce zigzag qui est interprété comme un oued d'une rivière, et puis, clairement, la partie enclos de cette structure. Et le changement d'échelle est absolument frappant. Le changement de perspective est absolument frappant parce que ces personnes, évidemment, n'avaient pas de drone ou d'avion comme nous pour voir cette structure du haut, et pourtant, ils l'ont conçue comme elle était construite. Et certainement, ils n'ont dû la planifier comme cela avant de la construire. Donc, il y a déjà ici la capacité de projeter un objet tridimensionnel sur une carte, un plan, sur une pierre, en deux dimensions. Et pour moi, c'est un premier ingrédient cognitif de ces graphiques, c'est la capacité d'utiliser les deux dimensions pour représenter des dimensions d'espace. Mais évidemment, c'est une idée assez naturelle aussi parce que c'est d'espace à espace, n'est-ce pas? D'un plan du désert à un plan sur la pierre. Alors, une autre étape, à mon sens, est franchie avec la notion de mesure et d'échelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement se contenter de représenter l'espace, mais on va mesurer et peut-être graduer l'espace. Et là encore, c'est une idée suffisamment naturelle, on le verra dans le troisième cours, la correspondance nombre-espace, pour qu'elle soit apparue vraisemblablement de nombreuses fois. D'abord, il faut dire une chose, et on le verra dans le troisième cours, c'est que c'est une idée qui existe chez l'animal, pour le coup. L'idée de la correspondance nombre-espace. On pense tous au nombre comme un espace, une espèce de ligne numérique dans notre tête. On le pense de façon approximative, analogique. Et on verra dans le troisième cours, je dévoile un peu mes batteries, mais que les animaux conçoivent déjà les nombres comme allant de la gauche vers la droite. C'est l'idée la plus naturelle, une espèce de ligne numérique qui va de la gauche vers la droite. Et l'idée de mesurer par des unités discrètes l'espace, alors je ne sais pas si l'idée consciente existe, mais il y a des données qui montrent que les fourmis, par exemple, mesurent leur déplacement dans l'espace par le nombre de pas qu'elles font. En fait, c'est plus facile d'obtenir une mesure de l'espace par des événements discrets, comme le nombre de pas, que par d'autres mesures continues qui sont plus difficiles à obtenir. Donc il y a déjà cette idée que le nombre va pouvoir mesurer l'espace. En tout cas, il y a déjà ce mécanisme, peut-être pas cette idée consciente, extraite, qui va être appliquée ensuite au graphique. Alors, je pense que dans cette historique, on peut rappeler qu'assez rapidement, dans l'histoire de l'humanité, sont apparues des mesures spatiales qui ont permis de faire des constructions standardisées, et notamment l'idée de la coudée comme mesure de l'espace, un coude, l'idée qu'on va standardiser cette mesure par des bâtons, et qu'on va porter sur ces bâtons plusieurs unités de mesure, 1, 2, 3, 4, avec des graduations, des sous-graduations, des divisions en fractions. Tout ceci est apparu de façon certaine en Haute-Égypte et maintenant peut-être de façon plus ancienne également, on ne le saura jamais. Dans ce contexte, on peut rappeler que ce n'est pas seulement des mesures d'un espace plan qui ont été faites, mais très vite aussi, par exemple avec l'exemple du nilomètre, des mesures
d'objets plus abstraits comme la hauteur du Nil. Voilà. La hauteur du Nil, pour pouvoir prévoir les crues, vous avez de grands appareils de mesure, le nilomètre d'Alexandrie ici, qui permettent de graduer la hauteur du Nil à différents moments, de la noter. Je pense qu'on peut dire que c'est une première visualisation des données ici. On va mesurer la donnée, on va pouvoir la porter sur un axe en Y, ici sur l'axe vertical. Alors, une étape supplémentaire, à mon sens, est franchie lorsque les hommes découvrent que cette même idée de mesure peut s'appliquer à des dimensions non spatiales. La hauteur du Nil, c'est encore une dimension d'espace, c'est une mesure de hauteur. Mais dans les graphes tels que nous les connaissons aujourd'hui, dans les graphiques, les axes des X et les axes des Y peuvent représenter n'importe quelle quantité. Et cette idée-là, il y a au moins un exemple très clair de son apparition, c'est la mesure du temps, la clepsydre. Avec la clepsydre, on utilise la chute de l'eau dans un appareil pour représenter l'écoulement du temps. Et on parle de l'écoulement du temps. Donc ici, vous avez plusieurs exemples de clepsydre sur l'agora d'Athènes, et on pense que c'est probablement à Karnak, en Égypte, qu'est apparue pour la première fois la première clepsydre. Les ingénieurs d'Alexandrie, comme Ctésibios, ont joué un rôle clé dans la propagation de machines beaucoup plus efficaces pour mesurer précisément l'écoulement du temps. C'est vraiment une idée abstraite de penser que le temps va pouvoir être mesuré par de l'espace. Une idée intéressante également est apparue à ce moment-là, et donc on verra revenir par la suite, c'est l'idée que l'échelle n'est pas forcément linéaire. Parce que si le dispositif qui retient l'eau est cylindrique, ce qui est le plus naturel, eh bien à ce moment-là, l'écoulement de l'eau ne va pas être linéaire en fonction du temps. Et donc il va falloir ajuster l'échelle, comme on le voit ici, et finalement faire des mesures empiriques pour voir quelle est la bonne échelle à adapter. Et ça pose ensuite des problèmes mathématiques intéressants. Et donc, je ne sais pas si c'est évidemment très difficile de reconstruire ce qui a pu se passer dans la tête des ingénieurs de l'époque, mais ils ont dû se rendre compte qu'il n'y avait pas forcément une correspondance linéaire entre la variable qu'on cherchait à mesurer et puis la manière dont elle apparaissait sur le cadran, en quelque sorte, sur l'échelle spatiale qui était utilisée. Donc, il y a un problème de correspondance entre quantité et espace qui peut être résolu par des graduations arbitraires essentiellement. Donc à ce stade, on a déjà des appareils de mesure, on a déjà des cadrans qui permettent de rapporter les mesures, on a déjà une forme de graphique ici. Ah oui, intéressant, les clepsydres. À quoi servaient les clepsydres? L'un des usages, c'était apparemment de limiter le temps de parole des hommes politiques. Voilà. J'ai moi-même, j'ai pas une clepsydre, mais j'ai une horloge là qui me rappelle que le temps passe. Alors, autre conception importante, autre ingrédient important des graphiques, c'est l'utilisation des deux axes de l'espace. L'idée qu'il n'y a pas juste une échelle qui va permettre de faire une mesure, mais qu'on va utiliser deux coordonnées, typiquement x et y, et que si on les rend orthogonaux, le graphe va avoir de bonnes propriétés, il va être facile à mesurer. Alors, évidemment, on pense tout de suite à ce moment-là au théorème de Pythagore, mais une mesure en x, une mesure en y, la distance entre ces points va être mesurée par l'hypoténuse du triangle, et on attribue typiquement cette idée à Pythagore. Il faut savoir qu'en fait, cette idée de mesure distincte en x et en y est apparue bien plus tôt chez les mathématiciens babyloniens, donc probablement vers 2000 avant notre ère, et on trouve des tablettes qui montrent très clairement que ce qu'on appelle le théorème de Pythagore était connu déjà dès cette époque, avec des mathématiques absolument extraordinaires. Cette tablette est absolument épatante parce qu'elle porte des nombres qui sont écrits en base 60, avec la notation babylonienne des nombres, et si on regarde quels nombres sont portés sur cette tablette, donc d'abord vous avez un carré, approximatif, avec ses deux diagonales, et le long de cette diagonale, vous avez les nombres 1, 24, 51 et 10. Et quand on décode cette représentation en base 60, on s'aperçoit que c'est très précisément la racine de 2, 1, 41, 42, jusqu'à 6 décimales, ce qui est quand même très spectaculaire.
Donc vous avez une connaissance excellente de la manière de mesurer l'hypoténuse ou la diagonale d'un carré ici. Et puis il y a encore d'autres nombres. Vous avez le nombre 30 ici, et vous avez d'autres nombres qui sont en dessous de la diagonale et qui indiquent en fait une autre mesure de l'hypoténuse lorsque le côté est 30. Si le côté était 30, voilà quelle serait la mesure de la diagonale. Mais on peut interpréter ces nombres autrement parce que comme c'est une notation qui n'est pas encore parfaitement positionnelle, le 30 ici peut parfaitement vouloir dire 1/2, c'est-à-dire 30 soixantièmes. Et si c'était 1/2, qui était l'intention ici de la personne qui a écrit cette tablette, alors les nombres ici indiquent tout aussi bien 1 sur racine de 2, c'est l'inverse de racine de 2. Et donc on a une tablette qui porte racine de 2 et son inverse sur la même face, en quelque sorte. Vous voyez la sophistication de ces mathématiques qui montre bien qu'à l'époque, on avait compris qu'il était possible d'avoir une mesure sur l'axe des x, une mesure sur l'axe des y, et d'utiliser le théorème de Pythagore pour mesurer les distances entre des points sur cet espace, en quelque sorte, mesurer l'hypoténuse. Il y a beaucoup d'autres évidences. Ici, vous avez une tablette qui porte ce qu'on appelle les entiers pythagoriciens, c'est-à-dire les entiers qui peuvent s'appliquer sur les 3 côtés d'un triangle avec un angle droit, d'un triangle rectangle. Et on sait qu'il y a une infinité de tels entiers, mais ce n'est pas si facile d'en trouver beaucoup. Le plus célèbre de ces triplés, c'est 3, 4, 5. Si vous avez un triangle rectangle avec un côté de 3 et un côté de 4, la diagonale va faire 5. Très utile pour faire des angles droits, parce que si vous avez une corde avec 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, vous allez pouvoir faire un angle droit de cette manière-là. Donc une connaissance utile, mais pas si évidente à trouver. Peut-être on peut la trouver par essai-erreur pour 3, 4, 5, mais pour tous ces autres triplés pythagoriciens, il a fallu des mathématiques de haut niveau. Donc on avait déjà à l'époque à peu près toutes les notions mathématiques qui sont nécessaires pour se représenter des nombres et leurs distances sur un axe, sur un espace plutôt à 2 dimensions avec 2 axes orthogonaux. On arrive naturellement à la notion de coordonnées. Et là aussi, en lisant un petit peu cette histoire, j'ai été frappé de voir que spontanément, on associe la notion de coordonnées à Descartes, coordonnées cartésiennes, c'est ce qu'on utilise, c'est le vocabulaire qu'on utilise, mais en réalité, la notion de coordonnées est beaucoup plus ancienne, et en particulier, Claude Ptolémée, dans un livre qui s'appelle La géographie, a décrit les coordonnées de milliers de points de la Terre. Et c'est un livre extrêmement intéressant qui a joué un rôle historique absolument fondamental. Alors d'abord, c'est géographie, ça veut dire un guide pour dessiner la Terre. C'est vraiment dessiner la Terre, donc dessiner une carte de la Terre, et notamment des villes. Et en fait, il y a plusieurs livres, dont le premier explique comment collecter des données géographiques sur la latitude et la longitude, une sorte de manuel, et ensuite, les autres livres contiennent des tables de coordonnées, avec pour chaque ville, les 2 coordonnées qui permettent de la situer dans un espace qui a été défini dans le livre 1. Il y a déjà la notion de légende, qui s'appelle hypographée, en grec, c'est-à-dire sous la carte, sous ce qui est écrit, voilà, et qui donc explique ce qu'on voit sur la carte. Alors il n'est pas clair si le livre lui-même contenait toutes ces cartes. Il y avait sans doute 27 cartes qui pouvaient être produites et qui sont décrites par des légendes, mais on ne sait pas si elles venaient avec le livre ou si c'était simplement un livre d'instructions pour dessiner la carte, une sorte de base de données, la première base de données peut-être, qui permettait de dessiner une carte ici. Mais ensuite, par la suite, quand ces livres ont été redécouverts, et notamment au XIIIe siècle par Maxime Planude, il a, lui, reconstitué ces cartes, et ensuite ces cartes ont joué un rôle clé au début de la Renaissance, et la cosmographie de Ptolémée, avec images, est devenu un best-seller de l'époque parce que c'était remarquable de pouvoir construire des cartes, alors qu'il y avait évidemment des tas d'imprécisions, les données n'étaient pas parfaites, mais enfin, on avait tout le matériel, c'est-à-dire la base de données et les instructions pour produire des graphes XY en 2 dimensions qui représentaient la géographie du monde connu de l'époque. Donc la notion de coordonnées, elle est déjà là. L'idée qu'un point de données, une ville, ça peut être 2 mesures, elle est déjà là. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Descartes,
et de ce livre, La géométrie, dans lequel apparaît l'idée, mais pas le mot, hein, l'idée de coordonnées cartésiennes. Voilà. En fait, dans ce livre, René Descartes montre comment résoudre des problèmes géométriques en représentant les droites, les cercles et les points par des nombres, par des coordonnées en x, y. Et en fait, avant lui, la géométrie, celle d'Euclide, se faisait avec des droites, donc des règles et une règle et un compas, hein, et elle ne faisait pas partie du calcul arithmétique. Et c'est grâce à Descartes, et aussi à Pierre de Fermat et d'autres mathématiciens de l'époque, qu'on a fusionné géométrie et arithmétique, ce qui est clé évidemment pour produire des graphiques, et qu'on a créé ce domaine de la géométrie algébrique, avec l'idée que des problèmes de géométrie peuvent se résoudre par du calcul. Alors, il y a une légende qui dit que, on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est peut-être possible, que Descartes a inventé son idée de coordonnées parce qu'il était allongé sur son lit, il regardait un plafond carrelé et il y avait une mouche qui se promenait sur le plafond et il a eu l'idée de comment je ferais pour donner les coordonnées de la mouche, enfin, comment je ferais pour préciser la position de la mouche. Et il a eu l'idée de dire je pourrais compter en partant d'un coin donné, je pourrais compter le nombre de carreaux dans un sens et le nombre de carreaux dans l'autre sens et ça me donnerait la position de la mouche. Et en élaborant cette idée, il est arrivé à l'idée que tout point de l'espace pouvait être représenté par des nombres et qu'on pouvait manipuler ces nombres pour résoudre des problèmes. Alors, tout n'est pas dû à Descartes. Le livre de Descartes ne mentionne pas le terme de coordonnées, ne mentionne pas explicitement l'idée que ça devait être des coordonnées ortho-normées, un système orthogonal de coordonnées. C'était implicite et ça a été développé par d'autres, et notamment j'ai lu par Franz von Schooten, qui était à Leiden, à Leyde, et qui a propagé les idées de Descartes. Donc le livre de Descartes a joué un rôle fondateur, mais les idées ont été précisées par d'autres, et notamment le mot coordonnée lui-même viendrait de Leibniz. Alors, j'ai extrait quelques éléments du livre de Descartes, hein, comment on peut user de chiffres en géométrie, mais souvent on n'a pas besoin de tracer ainsi ces lignes sur le papier, il suffit de les désigner par quelques lettres, chacune par une seule. Donc, première idée, l'algèbre, on va désigner des objets de la géométrie, les points, etc., par des lettres, et puis on va les combiner, on va regarder comment ces nombres se combinent entre eux, et si la question peut être résolue par la géométrie ordinaire, c'est-à-dire en ne se servant que de lignes droites et circulaires, tracées sur une superficie plate, lorsque la dernière équation aura été entièrement démêlée, on voit bien qu'il faut combiner ces symboles entre eux, les démêler, il n'y restera tout au plus qu'un carré inconnu. C'est une très belle idée importante, c'est que si on travaille avec des cercles et des droites, on n'aura que des équations qui impliquent le carré, au maximum le carré des variables qui nous intéressent. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais vous avez des graphes comme ceci au début du livre de Descartes, qui sont encore extrêmement lisibles et compréhensibles, qui montrent par exemple comment si j'ai une équation, ça marche dans les deux sens, hein, si j'ai une équation Z2 égale AZ plus une constante, j'appelle cette constante B2 parce que je vais me servir en fait de sa racine carrée. Je peux construire un triangle LLM dont le côté ici en bas LM est égal à B, la racine carrée de la constante. L'autre est égal à 1/2 de A. Et puis je vais construire une droite ici. Je vais porter la même longueur LN sur le cercle ici et donc avoir le point O. Et à ce moment-là, NO, la longueur, donc NO est égal à NL, pardon, et OM, la distance OM ici, totale, est la ligne recherchée, et Z donne la valeur de Z, permet de résoudre l'équation. Et il nous donne une valeur algébrique ici, ainsi qu'une construction géométrique. Vous voyez, dans le livre de Descartes, il y a vraiment cette idée qu'on va sans cesse passer des nombres à la représentation géométrique, des nombres à la représentation géométrique, et dans les deux sens. Alors, il y a beaucoup d'autres, hein. Il y a vraiment une idée très intéressante qui est là déjà, c'est que donc, lorsque cette équation ne monte que jusqu'au rectangle de deux quantités indéterminées, je ne sais pas si vous voyez, c'est intéressant, on est habitué à l'idée de dire le carré d'un nombre. Ça, c'est une expression naturelle, mais à l'époque, c'était naturel de dire le rectangle d'un nombre, le rectangle de deux nombres. Voilà, c'était x fois y. Voilà. Donc lorsque ça ne monte qu'au rectangle de deux quantités indéterminées, ou bien au carré d'une même, la ligne courbe est du premier et plus simple genre dans lequel il n'y a que le cercle, le parabole, l'hyperbole et l'ellipse. Voilà.
Donc il avait déjà vu qu'on allait avoir des constructions géométriques extraordinairement simples lorsque les équations elles-mêmes sont suffisamment simples, ne montent que jusqu'au carré ou au produit, aux formes, ce qu'on appelle aujourd'hui les formes quadratiques des nombres qui sont mis en jeu. Donc là, on est encore au sein des mathématiques, mais on a tout un appareil mathématique qui permet de comprendre pourquoi, par exemple, lorsqu'on a une droite qui relie les quantités x et y, eh bien, ça va être représenté par y égale à x plus b. Voilà, il avait compris ça, et la parabole, etc. Alors, on est à ce moment-là dans une période où on commence à produire des graphiques. On voit apparaître dans le livre de Descartes et dans les livres suivants des premiers graphiques, mais ce ne sont pas encore des graphiques de données. Ce sont des graphiques de mathématiques. Et il faut attendre un certain temps pour qu'on voit apparaître des graphiques qui portent des quantités physiques et pas seulement des quantités mathématiques. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'histoire des sciences, mais il semblerait que l'un de ces tout premiers graphiques, vous l'ayez ici sous les yeux, c'est celui qui est dû à Edmund Halley, le Halley de la comète de Halley, qui est un astronome, mais aussi un physicien, et qui ici indique un graphique qui représenterait la correspondance entre la pression et l'altitude. Donc là, on voit apparaître un premier graphique extrêmement utile, parce qu'on peut retrouver la pression correspondant à différentes altitudes, mais ça n'est pas encore un graphique de données, c'est un graphique théorique. Il faudra attendre le XVIIIe siècle, et on commence là à rentrer XVIIIe et surtout XIXe dans l'âge d'or des graphiques, pour voir apparaître dans les journaux, dans les publications, dans les livres, quelques graphiques qui, soudainement, font comprendre à tout le monde qu'il y a une capacité extraordinaire de révéler et de convaincre l'interlocuteur, de révéler des choses cachées dans les données par le biais des graphiques. On attribue souvent cette découverte et le début de la grande période des graphiques de données à un ingénieur économiste qui s'appelle William Playfair en Angleterre, qui produit par exemple ce graphique qui est resté extrêmement célèbre et puis qui est peut-être encore d'actualité, on devrait avoir la même chose dans nos journaux aujourd'hui, hein, c'est la dette nationale en fonction des années. Voilà. Et une fois qu'on met si ces nombres étaient dans une table, ben, on ne voit pas très bien, en tout cas on ne ressent pas les choses aussi fortement qu'avec ce graphique, où très habilement, Playfair utilise une échelle en Y immense ici, et une échelle en X assez petite, hein, ce qui fait que la courbe décolle, et vous voyez qu'elle décolle de façon non linéaire, ce n'est pas juste une droite, hein, elle est quadratique ou peut-être pire, elle monte à toute vitesse, et ça frappe l'esprit des lecteurs. Ils se rendent compte que la dette nationale ne peut pas continuer sur cette courbe terrifiante ici. Mais c'est une des premières fois qu'on se rend compte que voir les données plutôt que d'avoir juste les nombres en question, ça permet de mieux se rendre compte des tendances et de leur gravité peut-être dans certains cas. Donc c'est un graphe qui est resté dans l'histoire des graphiques. Un autre ici, un autre graphique, c'est celui d'une infirmière qui s'appelle Florence Nightingale, qui est extrêmement célèbre pour son dévouement à ses patients, mais qui est aussi célèbre parce qu'elle en a fait des diagrammes. Et ce diagramme ici a eu un impact majeur sur l'armée en Grande-Bretagne et sur les hommes politiques en Grande-Bretagne, parce qu'elle dénonçait ce qu'elle voyait, c'est qu'il y avait beaucoup plus de morts à cause des mauvaises conditions sanitaires dans l'armée britannique au cours de la guerre de Crimée, que de morts dues aux combats eux-mêmes. Donc on voit, si je me souviens bien, ici en noir, les morts dues au combat, c'est en fonction des différents mois, et elle a l'idée je crois que c'est elle qui a l'idée de mettre les données sous une forme circulaire, comme ça, et donc on voit au fil des différents mois qu'il y a un nombre impressionnant de morts, mais que l'immense majorité d'entre eux ne sont pas dus au combat, mais sont dus aux conditions sanitaires déplorables qui sont celles de l'armée britannique à l'époque. Et donc, en tant qu'infirmière, elle dénonce cela, et ça va avoir un effet sur l'investissement des autorités dans les conditions sanitaires de l'époque. Avec un graphe
peut valoir 1000 mots, là, peut-être. On voit de ses propres yeux à quel point c'est important. Je ne sais plus très bien si c'est la surface ou c'est le diamètre qui compte. Je crois que c'est la surface qui compte. Mais vous voyez, là, on commence à voir qu'il peut y avoir des astuces avec les graphiques. Si j'utilise le diamètre, la surface augmente encore beaucoup plus vite et c'est encore plus impressionnant. Je crois qu'ici, elle avait tenu compte de ça. Je crois que c'est la surface qui compte, mais il faudrait que je regarde à nouveau. En tout cas, on commence à voir qu'avec l'usage de la couleur, avec l'usage de la raideur de ces pentes ici, c'est très important que la pente devienne extrêmement raide. On commence aussi à pouvoir manipuler les données. Et on va y revenir, mais ça fait partie de l'usage des graphiques. Un graphique peut être honnête, intègre, représenter fidèlement les données, mais il peut aussi aller plus loin, être menteur, peut-être pas inventer les données, quoique, mais au minimum les présenter sous un angle qui fait qu'on les interprète de telle ou telle manière. Ça commence à cette époque-là. Alors, à cette époque-là, il faut absolument mentionner John Snow. C'est sa fameuse carte du choléra, 1854. C'est, là encore, un médecin anglais, un des premiers à réfléchir à l'épidémiologie, à l'hygiène médicale. Et il y a une épidémie de choléra à Londres, et il crée ce graphique absolument extraordinaire, où c'est une carte de Londres, on voit les rues, mais les points représentent les morts du choléra. Et donc vous avez des colonnes de morts, littéralement. Ici, c'est comme un histogramme, mais un histogramme rendu sur la carte, d'accord? Et les croix représentent les pompes. Et vous voyez qu'il y a une pompe à Broad Street, ici, en plein milieu de l'endroit où se trouve le plus de morts. Et il suggère de retirer la manette de la pompe, comment on dit, il me manque un mot, la poignée de la pompe, merci, the handle, la poignée de la pompe. Et une fois qu'on retire la poignée de la pompe, donc les gens ne peuvent plus retirer de l'eau, il a pensé que c'était l'eau qui était contaminée, la suite lui donnera raison, l'épidémie s'arrête. Alors les historiens discutent apparemment pour savoir si ce n'était pas un peu une coïncidence, parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de morts, et il faut bien que l'épidémie s'arrête quand il y a eu un certain nombre de morts. Donc ce n'est pas 100% clair s'il a vraiment sauvé la situation en faisant enlever la poignée de la pompe. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que son graphique a permis de faire pour la première fois une sorte d'épidémiologie et de retrouver l'origine de tous ces morts. Alors ce serait très difficile, vous voyez ici, de donner ces informations sous une forme tabulaire. C'est vraiment, le graphique est essentiel. Il n'y a pas d'autre manière de bien représenter ces données-là. Alors dans cet âge d'or du début des graphiques, et c'est un âge extraordinaire parce que les gens créent des cartes d'un genre complètement nouveau. Aujourd'hui, on a standardisé un petit peu les cartes. Elles sont toutes, et les graphiques plutôt, elles sont toutes un peu pareilles, ces représentations graphiques. Mais à l'époque, comme tout est ouvert, les gens inventent des manières de représenter les données originales, et Charles-Joseph Minard est l'un d'entre eux. C'est un ingénieur, un polytechnicien, qui produit 51 cartes qui sont restées comme des exemples extraordinaires de graphiques. Et l'une d'entre elles, c'est celle-ci, je ne sais pas si vous la connaissez, elle figure dans le livre de Tofty, qui l'explique en grand détail. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la campagne de Russie. La campagne de Russie résumée en un graphique. Alors je vous laisse découvrir un petit peu. On a envie de lire de la gauche vers la droite, et si on commence à la gauche, ici, on voit les Cosaques passent au galop, le Niémen gelé. C'est le début de la campagne de Russie, et on comprend très vite que la largeur de ce rectangle-là, c'est la taille de l'armée. On la voit presque progresser comme ça. Donc l'armée est en Lituanie, à l'est de la Pologne, la campagne de Russie commence. Et puis on a envie de lire de la gauche vers la droite, et on comprend très vite, et la légende nous l'explique, que ce sont les différents corps d'armée qui vont se séparer, mais qui vont aussi... alors on comprend très vite que ça se rétrécit. Pourquoi ça se rétrécit? Parce qu'il y a beaucoup de morts. Bon, l'armée arrive à Moscou, et puis l'armée va repartir dans l'autre sens. Il y a un changement de couleur ici. C'est pas idiot de l'avoir fait en noir, n'est-ce pas? Et puis vous voyez que ça repart dans l'autre sens. Alors il a évité les superpositions, il y a des astuces, il y a des arrangements graphiques pour que ce soit lisible. Vous voyez que l'armée repart. On comprend très vite qu'elle revient avec une maigreur terrifiante. Et puis on peut relire à ce moment-là des étapes de ce graphe, et on voit des moments où l'armée se réduit fortement. Et par exemple, il faudrait que je retrouve... Voilà, ici, vous voyez, l'armée est divisée par deux, là.
il y a marqué Bérésina. Ouais. Voilà. Non, mais c'est saisissant comme graphique, hein, c'est absolument saisissant. C'est un graphique sur lequel on peut passer des heures, on peut essayer de comprendre, de se souvenir. Et alors, il nous y incite par ces petits traits verticaux. Ici, on suit les traits verticaux et on voit qu'il y a eu tant de morts, et on voit moins 9 degrés le 9 novembre. Moins 9 degrés. Et c'est ce qu'explique Tofty dans son livre. Il dit que c'est un graphique absolument remarquable parce qu'il n'y a pas moins de 6 variables qui sont représentées en même temps. La taille de l'armée, la position géographique en XY de l'armée, plus ou moins, le temps, la direction du mouvement, gauche-droite, droite-gauche, donc je vais vers Moscou, je reviens de Moscou, et puis la température qui est portée ici en bas. Et en fait, on a un graphique conventionnel de la température ici, température qui est entièrement négative, 0 est là, d'accord, moins 30. Donc c'est un graphique saisissant parce qu'on se rend compte de la débâcle et de la catastrophe humaine par des moyens graphiques exceptionnellement sobres quelque part, mais tout est fait pour que le graphique s'efface pour parler du sens de ce qu'on est en train de voir. Voilà. C'est un graphique vraiment historique et on en a peu comme ça, mais on en a quelques-uns. Dans le cours, je vous en montrerai d'autres qui sont contemporains, hein, notamment sur la catastrophe climatique, mais c'est rare d'avoir des graphiques qui soient aussi parlants quelque part au niveau du sens. Alors, dans l'histoire des graphiques, on est obligé de parler évidemment aussi d'un professeur au Collège de France que vous connaissez, qui s'appelle Étienne-Jules Marais, qui a publié un livre qui s'appelle « La méthode graphique dans les sciences expérimentales », et c'est peut-être le premier livre qui explicite l'importance des graphiques en sciences, et principalement en physiologie et en médecine. Alors, il est connu, hein, vous connaissez Marais pour ces images de la physiologie du mouvement et l'invention de la chronophotographie à la suite, ou plus ou moins contemporain, d'un Anglais qui s'appelle Muybridge. Et donc vous avez ces animations qui sont merveilleuses. Là, je vous laisse découvrir ce que dit la personne. Donc il avait cette idée de faire des mesures en utilisant notamment la photographie et la photographie rapide, d'arriver à décomposer le mouvement et à le rendre objectif par le biais de la photographie. Mais c'est dans ce contexte-là qu'il est arrivé aussi à l'idée de graphique, avec des centaines d'exemples de graphiques de données expliquant comment mesurer proprement les choses et comment utiliser l'affichage d'un graphique pour compenser les faiblesses de nos sens et de notre langage. Il y a une citation qui est très belle qui dit voilà, la science a devant elle 2 obstacles qui entravent sa marche. C'est d'abord la défectuosité de nos sens pour découvrir les vérités. Par exemple, on serait bien incapable de voir les mouvements de la bouche, il faut ralentir pour qu'on soit capable il faut ralentir le film pour qu'on soit capable de les voir. Et puis l'insuffisance du langage pour exprimer, pour transmettre celle que nous avons acquise. La méthode graphique atteint mieux que tout autre ce double but. Alors, les données expérimentales, la méthode graphique les traduit sous une forme saisissante que l'on pourrait appeler le langage des phénomènes eux-mêmes. Voilà des exemples de graphiques. Il faut rappeler une chose, c'est qu'on est habitué à l'idée que maintenant on peut digitaliser, que les nombres c'est gratuit pratiquement et qu'il n'y a plus qu'à les mettre en graphique. Mais à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de digitalisation et donc c'était des machines qui directement traduisaient sous une forme graphique le phénomène physique ou physiologique qu'on cherchait à étudier. Donc, par exemple, ici, le battement des ailes de l'oiseau va être traduit par des dessins sur ce rouleau enduit de suie. Et puis, des tracés similaires ici vont permettre de suivre les contractions des muscles de la grenouille grâce à ces appareils qui sont développés dans le laboratoire d'Étienne-Jules Marais. Alors, il explique vraiment l'intérêt des graphiques avec des citations qui sont extrêmement éclairantes encore aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment le premier à avoir vu tout le pouvoir du graphique. La méthode graphique exprime les phénomènes les plus variés, transforme d'obscures statistiques en une exposition lumineuse, condense sous le regard et fait embrasser d'un coup d'œil une quantité énorme de documents. Je trouve que c'est un très bon résumé des propriétés essentielles des graphiques qu'on verra dans la suite du cours. D'abord, la capacité de montrer dans l'espace une très grande variété de données, qu'elles soient spatiales ou pas. Ça peut être des données très abstraites, mais on va utiliser la capacité de perception spatiale de notre cerveau pour les appréhender. Ensuite, c'est l'importance de la lisibilité des graphiques et voilà, qu'on soit capable de les interpréter rapidement. Une loi numérique apparaît saisissante, lumineuse. Par exemple,
une loi linéaire, une loi quadratique. Tout ça, c'est issu du livre de Marey. Hein. On peut comprendre que si on voit des courbes de ce genre, ce seront des phénomènes linéaires ou quadratiques. Et puis, troisième point, le traitement parallèle de ces données. On y reviendra, mais grâce à notre système visuel, toutes ces données qu'il faudrait énormément de temps pour lire de façon séquentielle dans un texte, eh bien, on peut les appréhender d'un seul coup d'œil et comprendre la tendance. Ici, il y a plusieurs dizaines de données qui sont résumées. C'est l'accroissement de la taille et du poids d'un certain Jean Lorrain pendant sa première année. Donc, c'est un tout jeune bébé qui grandit, et on voit la taille, le poids. On peut s'interroger sur la forme de ces relations, la relation entre les deux variables, etc. Donc ça, Marey avait totalement vu, ce qui est maintenant devenu courant pour les scientifiques, l'utilisation des graphiques pour rendre vivantes, parlantes, des données qui sinon seraient beaucoup plus abstraites. Par exemple, ici, l'œil voit qu'il y a des propriétés périodiques dans la courbe d'accroissement d'une tige de Polonia aux différentes heures du jour et de la nuit. La croissance de la plante ne se fait pas à vitesse constante, mais on perçoit une ondulation, une périodicité. Il y a là un vaste champ à explorer, c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce cours. Je rappelle au passage que Étienne-Jules Marey a eu une influence capitale non seulement sur les scientifiques, mais aussi sur les artistes, et ici certaines de ces images auraient influencé Marcel Duchamp dans son Nu descendant un escalier. On retrouve la décomposition du mouvement qui avait permis les images d'Étienne-Jules Marey, la chronophotographie. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a vu l'importance de la vision. Et on y reviendra, mais si les graphiques fonctionnent, c'est parce que notre système visuel est extraordinairement efficace pour extraire des quantités de données en parallèle, et c'est ça que nous recyclons pour percevoir des données, mais aussi pour, ici, percevoir du mouvement, alors qu'il n'y en a pas dans un tableau qui, de façon très abstraite, représente un nu descendant l'escalier. Bien, on continue notre exploration de l'histoire des graphiques, et il faut parler d'un ingénieur français qui, là encore, est un fondateur du domaine, ce qu'il appelle la sémiologie graphique, c'est Jacques Bertin. Le livre de Jacques Bertin, les livres de Jacques Bertin, sémiologie graphique, la graphique et le traitement graphique de l'information restent des classiques de ce domaine, absolument incontournables. Alors c'était un cartographe, un géographe qui était à l'école pratique des hautes études et à l'EHESS, et qui a vraiment fait la théorie de ce qui permet au graphique de fonctionner. Et pourquoi et comment utiliser les graphiques pour mieux véhiculer des données. Alors pour lui, la graphique, il appelle ça la graphique, c'est un terme intéressant. La graphique est un moyen de communiquer avec les autres, premier usage, mais elle sert aussi à poser et à résoudre un problème. Je pense qu'on voit bien les deux grands axes d'utilisation des graphiques ici. Dans les journaux, pour communiquer, et peut-être éventuellement communiquer de façon excessive, en tirant les choses dans une certaine direction, mais aussi pour analyser, comme nous le faisons dans nos laboratoires. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'elle utilise les propriétés du plan pour faire apparaître les relations de ressemblance, d'ordre ou de proportionnalité entre des ensembles donnés. Donc on n'est plus juste dans l'idée qu'un point va avoir deux coordonnées, qu'on va pouvoir le situer, mais que ce sont les relations entre ces points qui vont permettre de faire des déductions. La courbe est linéaire, la courbe est quadratique, etc. Et donc, c'est le point clé pour lui des graphiques, l'extraction des relations. Il a beaucoup d'idées, je ne vais pas les résumer entièrement, mais d'abord, il introduit l'idée d'efficacité graphique. Il faut qu'on arrive à créer des graphiques qui soient les plus efficaces possibles, donc décider de ce qu'on cherche à communiquer ou à extraire et le rendre le plus efficace. L'idée de la mobilité des graphiques. On dispose de beaucoup de manières d'assigner les données aux différentes propriétés, aux différentes dimensions du graphique, et on va jouer avec ça pour réorganiser les mêmes données sous des graphiques différents. Et pour la première fois, il montre qu'on dispose de 8 variables perceptives qui permettent d'afficher des dimensions différentes des données. Donc ces 8 variables, selon lui, sont les dimensions x, y du plan, évidemment, mais aussi la taille des symboles ou des droites, la valeur en niveau de gris, le grain, on peut utiliser des hachures, la couleur, l'orientation des symboles et la forme des symboles. Alors on y reviendra dans les cours suivants, mais toutes ces dimensions perceptives effectivement existent, ce sont des choses qui sont extraites par notre système visuel, mais elles ne sont pas toutes aussi bonnes pour véhiculer des nombres.
Et on verra que les dimensions x, y restent absolument essentielles. C'est remarquable qu'en x, y, on ait une telle précision et une telle linéarité qui nous permettent de faire passer des nombres de façon extrêmement cohérente dans les graphiques. Mais les autres variables, évidemment, peuvent être très utiles. Et alors, il introduit une loi de visibilité. Tous les éléments non discriminants de l'image qui ne sont pas utiles doivent être éliminés. Voilà. Ce qui n'est pas discriminant, ce qui ne sert pas à discriminer différentes dimensions des données qu'on cherche à faire passer, doivent être éliminés. Ils sont inutiles. On va retrouver cette idée chez Edward Tufte dans un instant. Alors voilà donc ce livre que je vous recommande, parce que c'est un livre très beau également. Edward Tufte est un des pionniers de la visualisation des données et il est tellement passionné par son sujet qu'il a fondé sa propre maison d'édition pour éditer son propre livre avec toute la perfection de ce qu'il souhaitait avoir en termes de mise en page également. C'est quelqu'un qui est vraiment obsédé par l'ergonomie de l'écrit et l'ergonomie des graphiques. Et il a retrouvé beaucoup des graphiques historiques dont j'ai parlé dans ce cours. Alors, il a écrit 5 livres, mais c'est ce premier-là qui est vraiment le meilleur, je trouve. Donc, pour lui, les graphiques sont des instruments pour raisonner sur les informations quantitatives. La meilleure manière d'explorer des grands ensembles de données, c'est de faire une image à partir de ces nombres. Alors, il y a beaucoup d'idées dans Tufte, on va les voir en quelques minutes avant de terminer ce cours d'aujourd'hui. Une première idée, c'est l'intégrité graphique. Il faut être intègre lorsqu'on produit des graphiques, il faut avoir en tête que les graphiques peuvent biaiser les données et qu'on doit s'assurer de leur intégrité. Deuxième idée, la maximisation du rapport entre l'encre et les données, plutôt les données et l'encre. C'est une idée assez frappante, très très compacte, concrète. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il y ait le plus de données possible avec le moins d'encre possible. Densité des données, capacité de faire passer éventuellement des centaines, des milliers, des centaines de milliers peut-être de données dans très peu d'espace de la page. Bertin avait déjà cette idée. Donc densité, richesse. Alors il a cette idée dont on rediscutera. Certaines de ces idées sont fausses, c'est important. Ce sont plutôt des hypothèses, mais il les présente comme si c'était la vérité absolue. Bon, c'est sa thèse. Bon. Une des idées qui est un petit peu fausse, c'est s'il y a peu de données, ce n'est pas la peine de faire un graphique. Pour lui, les graphiques, ça ne sert qu'au-delà d'un certain nombre de données. On verra que ça n'est pas vrai. Même avec 4 points de données, ça peut être très utile de faire un graphique. Lisibilité à plusieurs échelles, ça c'est intéressant. Notre système visuel est capable de concentrer son attention, au contraire de la rendre globale. Et un bon graphique, c'est un graphique qui peut être lu à différentes échelles. Si vous vous souvenez de Hans Rosling, au début de sa vidéo, il fait ça exactement. Il vous montre une très grande courbe, on comprend très vite qu'il y a une corrélation, et puis ensuite il dit, mais regardez là, et puis ce coin-là, il n'y a pas de données, et puis ce coin-là, il n'y a pas de données non plus. C'est cette capacité de l'attention, de se diriger et de se rendre plus ou moins étroite sur le graphique qui est utilisé ici. Et puis 2 concepts qu'on va détailler, les petits multiples, reproduire plusieurs fois le même graphique pour comprendre ce qui se passe, et les spark lines, je vais y venir dans un instant. Il a aussi dans ce livre un combat contre PowerPoint qui est amusant, mais un peu dépassé, je pense. C'est le PowerPoint d'il y a 15 ou 20 ans qui, vous savez, vous proposait des diapos standardisés. Enfin, ça existe toujours, mais ces diapositives standardisées sont épouvantables. Elle n'utilise qu'un tout petit morceau de la page. Il y a des bullet points où vous pouvez juste mettre 3 mots. Donc, il y a une campagne contre PowerPoint. Bon, moi, j'utilise PowerPoint. Là, ces diapositives sont en PowerPoint. C'est évidemment la question de savoir comment on l'utilise pour faire passer des informations. On peut les faire passer plus ou moins bien. Mais c'est vrai que je n'utilise jamais, par exemple, les diapositives par défaut de PowerPoint qui sont absolument épouvantables. Donc, et derrière Tufte, il y a aussi cette idée qu'il faut s'éduquer au graphique et que son livre contribue à l'éducation graphique. Ça ne va pas de soi, c'est pas si facile de faire un bon graphique et il faut apprendre et son livre cherche à nous expliquer comment apprendre à faire de bons graphiques. Alors l'intégrité des graphiques, ça c'est un point vraiment intéressant. Pour beaucoup de gens, la première chose qui vient à l'esprit quand ils pensent à des graphiques, c'est mensonge. C'est pas faux, c'était l'idée de Mark Twain, et il y a les mensonges, les satanés mensonges et les statistiques. Bon. Dire la vérité, selon Tufte, devrait être le rôle essentiel des graphiques, rendre les choses factuelles, factfulness de Hans Rosling. C'est vraiment une idée dominante, je crois, de l'évolution des graphiques dans les 150 dernières années. Faire dire aux chiffres juste ce qu'ils veulent dire. Alors, c'est très amusant, les livres
de Tufte, parce qu'il montre plein d'exemples où ça ne marche pas, où c'est raté, c'est truqué, voire c'est volontairement truqué. Parfois c'est juste des erreurs, parfois c'est volontairement truqué. Ici, par exemple, vous lisez ce graphique, la commission payée aux agences de voyage, et vous voyez que d'un seul coup, ça s'est écroulé. On a vraiment réussi à réduire la commission. Pas du tout, parce qu'on zoome sur l'axe et on voit qu'ils ont mis les données pour un an, et puis la moitié de l'année suivante. Le format lui-même du graphique peut absolument tordre la perception des données. Ici, par exemple, vous avez le coût des hôpitaux psychiatriques en Pennsylvanie, à Pittsburgh, et on a l'impression que ça augmente massivement, qu'il leur faut des châteaux. Ça coûte très cher. Je crois qu'on pourrait avoir un graphique aujourd'hui créé par le mouvement Trumpiste, ce serait pareil. Et vous regardez les chiffres qui sont au-dessus, et ça ne correspond absolument pas à l'augmentation massive de la taille du château. C'est un faux graphique ici. Alors, Tufte introduit une idée amusante. Il y a beaucoup d'idées comme ça qui sont juste un peu amusantes et puis difficiles vraiment à utiliser dans la réalité, mais il a cette idée du facteur de mensonge. On va pouvoir mesurer un facteur de mensonge. Donc, la règle, pour ne pas mentir, c'est la représentation des nombres mesurés physiquement sur la surface du graphique devrait être directement proportionnelle aux quantités numériques représentées. Ça, c'est le bon graphique. Alors, le facteur de mensonge, ça va être la taille de l'effet qu'on mesure physiquement sur le graphique divisé par la taille de l'effet réel dans les données. Et si on voit bien que ça devrait être 1 pour 1, si ce n'est pas 1 pour 1, c'est que le graphique ment. Alors voilà un exemple très simple. Ici, vous avez l'économie, j'ai du mal à traduire instantanément en français, c'est la consommation des voitures en fonction des années. Je vous laisse découvrir ce graphe parce qu'il est très mauvais. Donc c'est normal si vous ne comprenez pas tout de suite. En plus, c'est un graphe qui est fait pour les Américains. Alors il faut savoir qu'en Amérique, on ne mesure pas la consommation des voitures en litres pour 100 km comme nous, on la mesure en miles per gallon. Donc ce que vous avez à droite, c'est le miles per gallon, c'est le nombre de milles que vous pouvez parcourir avec un gallon. Désolé, ce n'est pas le système métrique, donc c'est plusieurs litres d'essence. Et on finit par comprendre que les années sont là, 1978 jusqu'à 1985, et on a fait de plus en plus de miles per gallon. Donc on peut aller encore plus loin avec moins d'essence, d'accord ? Ça, c'est la première chose qu'on peut comprendre après avoir beaucoup réfléchi à ce graphique. Mais ensuite, on se rend compte du mensonge absolument extraordinaire. Les données de miles per gallon ne varient que de 53%. Elles vont de 18 à 27, d'accord ? Le graphique, lui, varie de 783%, de 0,6 à 5,3, la longueur de ces lignes versus la longueur de ces lignes. C'est gigantesque. Et encore, peut-être faudrait-il mesurer la surface. Le lie factor, le facteur de mensonge, est donc de 14,8. C'est un peu drôle d'attribuer un nombre comme ça, mais après tout, pourquoi pas ? C'est un gros mensonge dont on peut mesurer la taille. Voilà. Alors, la perspective, en plus, pose plein de problèmes. C'est un graphique terrible, parce que normalement, ce qui est au fond de la route, ça devrait être le futur, n'est-ce pas ? C'est là où on va. C'est bizarre de mettre le passé dans le fond, là. Donc on recule sur cette route. Alors, la métaphore de la route, pourquoi pas, mais ça ne va vraiment pas ici dans ce contexte. Et puis il y a une échelle non linéaire, tout à fait bizarre. Regardez l'espacement entre les années, là. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas du tout une échelle linéaire. Le fait que les nombres deviennent plus petits, tout ça contribue à donner l'impression qu'on a fait des économies absolument extraordinaires. Et dans le livre, Tufte nous propose un graphique corrigé, que voici, très sobre, très simple, sans mensonge. Voilà les données. Ça va de 18 à 27 à travers les années. On a des explications. Vous voyez, on n'a pas de légende parce qu'on a directement des explications sur le graphique. Ça, c'est une idée vraiment intéressante de Tufte. On n'a pas besoin de légende dans ce cas-là. On a besoin d'un titre et puis de pointeurs vers quelques données clés. D'accord ? Et on voit beaucoup mieux que sur le graphique de gauche. Il y a une petite tendance non linéaire ici, ça sature, et ce n'est pas un effet si dramatique que ça. Autre exemple de facteur de mensonge. Voilà, je vous laisse découvrir ce graphe, là, désolé pour la qualité de la reproduction. C'est le prix du brut de pétrole, voilà, par baril. D'accord ? Alors on a l'impression que c'est l'inflation, n'est-ce pas ? C'est encore une idée contemporaine, une inflation gigantesque de ces barils de pétrole. Et puis, en fait, ce n'est pas clair du tout quelle échelle a été utilisée. Heureusement, on a les nombres au-dessus, donc ça permet de voir quelle est la tricherie. Mais on a l'impression que ça devrait être au moins la surface
qui compte pour véhiculer les données, peut-être même le volume de ces barils. Si c'est la surface, le facteur de mensonge est de 9,4. Si c'est le volume, alors le facteur de mensonge est de 59,4, qui d'après Tofty est un record mondial. Donc c'est un exemple intéressant. Il ne faut pas présenter les données comme ça. Voilà. Et, remarquez que ces graphiques n'ont pas d'échelle, ce qui est très mauvais. Les étiquettes numériques sont difficiles à lire. Enfin, tout est fait pour que vous ayez la mauvaise impression. L'impression qui se dégage en lisant rapidement, c'est que l'inflation est absolument massive. Voilà. Alors, il faut absolument écrire les explications, d'après Tofty, sur le graphique lui-même, sobrement, de façon claire, détaillée, précise, pour éviter toute distorsion. Une autre manière de mentir, j'accélère un tout petit peu, c'est de citer les données hors contexte. Et donc là, il y a une recommandation de Tofty qui est de donner le contexte. Ici, vous avez un graphe qui est menteur, parce qu'on voit qu'entre 55 et 56, qui est avant l'introduction de contrôle de vitesse sur les routes, il y avait beaucoup d'accidents et après il y en a beaucoup moins. C'est des accidents mortels ici dans le Connecticut. On a l'impression que c'est une efficacité remarquable de la politique qui a conduit à faire plus de contrôle de vitesse sur les routes. La mise en contexte permet de voir que c'est un accident d'une courbe. Il y avait justement un pic juste avant le graphe qui a été fait. Et puis la mise en contexte plus large de différents États des États-Unis montre que ça n'a rien de particulier au Connecticut et que donc c'est un mensonge de penser que c'est la politique qui a été introduite qui a changé les données ici. Alors, tout ça, ce sont des exemples. Tofty nous propose 6 lois, 6 principes pour l'intégrité graphique, qui sont intéressantes. Représenter les nombres proportionnels, donc des quantités graphiques qui soient directement proportionnelles au nombre que l'on cherche à indiquer, des étiquettes claires et précises, représenter la variation des données, pas les variations du design. Ça, c'est une idée intéressante. Il ne devrait pas y avoir d'autres variations du design que celles qui cherchent à représenter les données. Pas la peine de mettre de la 3D, par exemple, si les données sont en 2D. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui sont un peu moins générales, peut-être. Toujours utiliser des valeurs corrigées pour l'inflation, pour les valeurs monétaires. C'était le cas dans les graphiques de Hans Rosling. Utiliser des unités standardisées, fixes. Ne pas rajouter des dimensions aux données. Donc, on a vu les dimensions qui étaient disponibles avec Bertin, utiliser ces dimensions-là, et puis ne pas citer les données hors contexte. On verra dans les autres cours d'autres recommandations qui peuvent être faites et qui sont faites maintenant plus récemment sur une base cognitive. À l'époque, ni Bertin ni Tofty n'ont vraiment de sciences cognitives, où ils font un tout début de sciences cognitives intuitives. Mais maintenant, il y a une science cognitive des graphiques. Alors, j'en viens à 2 dernières idées de Tofty. L'idée du rapport entre les données et l'encre. On y reviendra là encore pour voir si c'est vrai, mais son idée, c'est que l'excellence graphique, c'est un terme intéressant, l'excellence graphique, ça veut dire que la plupart de l'encre qui est sur la page est dédiée aux données ou aux informations sur les données, et rien d'autre. On ne va pas s'amuser à faire des petits graphiques supplémentaires, on ne va pas distraire les gens avec des images, juste les données, les étiquettes, les événements, etc. Et donc, là encore, il essaie de quantifier ça. Il dit, on n'a qu'à diviser la quantité d'encre totale avec l'encre utilisée, la quantité d'encre utilisée pour les données par rapport à l'encre totale utilisée pour imprimer le graphique. D'accord ? Ça veut dire la proportion d'encre utilisée pour donner des informations quantitatives sur les données. Et puis c'est 1 moins la proportion de graphique qui peut être effacée, en fait. D'accord ? Alors pour lui, on peut effacer. Il faut effacer les données qui ne servent pas à faire passer les données de façon raisonnable, within reason. De façon raisonnable. À l'intérieur du raisonnable, évidemment, se cache énormément d'intuition et il ne faut pas appliquer ce principe à la lettre, mais ce n'est pas idiot. Par exemple, voilà un graphique de Linus Pauling, le prix Nobel, c'est de la chimie, j'y connais pas grand-chose, mais on a des volumes atomiques en fonction du numéro atomique des différents éléments ici. C'est un graphique qui est un peu compliqué, avec beaucoup de choses, par exemple ces petites croix là, on n'a pas l'impression qu'elles servent à grand-chose. Il y a le cadre graphique, c'est un débat, est-ce que ça sert à quelque chose de mettre ce cadre ? Voilà le graphique révisé que nous propose Tofty dans son livre. Et je crois que vous serez d'accord que c'est beaucoup plus lisible, parce qu'on n'a fait qu'effacer en fait des éléments graphiques, et on a simplifié beaucoup la lecture. On a aussi ajouté des étiquettes clés, le lithium, le sodium, etc., potassium, et leur numéro atomique, ce qui permet d'ancrer le graphique, de mieux comprendre ses pics.
je crois qu'on est tous d'accord que là, Tufte a réussi un graphe plus lisible. Il est important de le suivre et de dire qu'il faut vraiment réviser et éditer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle absolue. Ce n'est pas vrai que minimiser cette quantité, ça marche à tous les coups. Mais il faut essayer de rendre le graphique le plus sobre possible. C'est l'époque aussi de less is more, et je crois qu'il y a cette idée, en mettre moins, c'est en fait rendre les choses plus lisibles. Voilà. Alors, dernière idée de Tufte, la densité des graphiques. Il donne l'exemple des cartes géographiques. La carte géographique, il n'y a pas de meilleur exemple de graphique de données d'une richesse absolument extraordinaire. Sur cette carte ici, vous pouvez y revenir en permanence, vous le faites, parce qu'il y a énormément de données, beaucoup plus que ce que vous arrivez à extraire en un instant donné. Il y a des noms, des coordonnées géographiques, des routes, etc. etc. Tufte ne donne pas l'exemple de la carte de Piriac-sur-Mer, mais celle de la carte de la France ici de Bertin, qui est parue dans Sémiologie graphique. C'est la carte des frontières de 30 000 communes en France, et Tufte estime qu'il y a à peu près 240 000 nombres qui sont véhiculés ici dans cette carte, d'un seul coup d'œil. Densité extraordinaire des informations. Alors pour lui, Tufte, une autre idée intéressante, la carte géographique, et notamment les cartes Michelin, c'est une sorte d'optimisation de toutes les facultés graphiques dont nous disposons. On a rendu les cartes tellement lisibles qu'on est capable de mettre une densité extrêmement haute d'informations. Il faudrait arriver à faire la même chose dans les graphes de données. Alors, une des idées qu'il a pour faire ça, c'est ce qu'il appelle les petits multiples, c'est-à-dire des graphiques petits, compacts, parce que notre système visuel a une FOVEA qui est capable de lire des données de très haute résolution, et on va répliquer plusieurs fois le graphique pour pouvoir comparer des données différentes. Alors ce graphique vous est peut-être familier parce que les idées, même les couleurs mêmes qui étaient proposées par Tufte ont été adoptées par un graphiste qui s'appelle John Byrne Murdoch pour le Financial Times. Et donc à l'époque du Covid, vous aviez ces graphiques absolument extraordinaires, extraordinairement riches et lisibles et intéressants, et qui étaient publiés par le Financial Times. Des journaux comme Le Monde se sont inspirés avec plus ou moins de succès, mais enfin on commençait à suivre cette idée de graphique très riche. Là, on voit chaque pays. Tout est fait pour qu'on s'adapte au format graphique, et on le voit sur un des graphiques, avec un peu de détails ici, avec des explications. Et puis ensuite, on peut répliquer cette perception sur les autres et essayer de comparer, laisser notre œil comparer. On a souvent une courbe de référence, ici elle est en noir, qui permet ensuite de voir qu'est-ce qui se passe pour les autres pays. C'est vraiment l'idée de Tufte de small multiples, des petits multiples. On va créer un format graphique et on va s'y tenir de façon régulière, éventuellement aussi à travers les jours, pour publier toujours les données différentes, des données nouvelles, sous le même format. Et notre œil est extrêmement bon à ce moment-là à analyser ces données. Puis il y a une deuxième version de cette idée, c'est cette idée de sparklines. Je ne sais pas s'il y a une traduction encore en français, je vais garder le terme en anglais. Qu'est-ce que c'est que sparklines? L'inspiration, c'est la lecture. Et on revient à ma première diapo au début de ce cours. Quand on lit, on extrait des informations graphiques d'une finesse absolument extraordinaire. Vous le faites en ce moment même. Votre œil se place sur ce mot et vous arrivez à extraire toutes les lettres de ce mot et à comprendre le sens de façon très rapide, instantanée, en un cinquième de seconde. Eh bien, pourquoi on ne ferait pas la même chose avec les graphiques? On peut faire la même chose avec des graphiques, un graphique de très haute résolution qui serait très petit, qui serait de la même taille qu'un mot. Alors pour lui, Tufte, les sparklines, ce sont des mots de données, des tout petits graphiques qui sont comme un mot, mais qui vont donner des données numériques. Voilà, je m'excuse pour la mauvaise qualité de ces photographies, mais ce sont des reproductions des pages du livre de Tufte, où il introduit cette idée, donc une toute petite ligne peut montrer, par exemple, l'évolution du taux de glucose. Alors, on va donner juste un chiffre à la fin, peut-être sous une couleur différente qui va donner l'échelle, mais sinon, on n'a pas besoin d'échelle, et on va avoir comme ça une représentation de l'évolution des données. Et peut-être avec une bande, ici, on va pouvoir indiquer où se trouvent les données normales, de sorte qu'on comprenne qu'il y a eu une excursion des mesures, ici, à travers le temps, qui est peut-être inquiétante sur le plan médical. Vous voyez que ce qui est remarquable, c'est qu'on peut effectivement, par un mot de données comme ça, avoir des informations numériques, graphiques au milieu d'un texte. On va mélanger du texte et des données, des mathématiques. Évidemment, il faut qu'on s'habitue
à ces formats graphiques. C'est un peu comme l'alphabet, il faut apprendre l'alphabet. Là, il faut apprendre ce format de représentation. Donc, il faut le standardiser le plus possible. Par exemple, pour l'évolution des cours de bourse, je crois que ça existe maintenant sur beaucoup de sites, vous avez des petits sparklines comme ça. On vous indique très rapidement quelle est l'échelle. Ici, c'est 65 mois. Et vous allez pouvoir suivre l'évolution des cours de bourse de plusieurs, disons, variables. Ici, plusieurs monnaies. Et votre œil va être capable de percevoir très rapidement des décalages entre ces courbes, des parallélismes entre les courbes, exactement comme il le ferait pour un mot. C'est une vraie invention, je crois, de Tufte. Je crois que c'est lui qui l'a inventé, cette idée de sparklines. Elle est disponible maintenant dans des logiciels comme Excel, par exemple. Vous pouvez mettre dans une cellule de Excel une sparkline et un mini graphique comme ça, et le faire assez facilement. Je ne crois pas qu'on puisse le faire encore très facilement à l'intérieur d'un texte lui-même. Ça, c'est un peu dommage. Moi, je trouve l'idée très, très intéressante, parce que notre système visuel est capable de percevoir beaucoup d'informations dans un petit graphique comme celui-là. Alors voilà, j'en viens à la fin de ce premier cours. On a fait un parcours très rapide sur l'histoire des graphiques et tout ce qu'il y a comme idée, quelque part, cognitive derrière ces graphiques. Rapidement, l'idée de signes graphiques qui existe déjà dans les grottes ornées, de cartes de l'espace, de mesures des dimensions spatiales, par exemple le nilomètre, mais en fait de mesures de n'importe quelle quantité, le fait de rapporter n'importe quelle quantité comme le temps, la clepsydre ou les battements des ailes sur un axe, l'idée de coordonnées XY, de coordonnées cartésiennes, l'idée que ces coordonnées XY peuvent représenter des relations entre les variables, plusieurs points de données et les relations entre ces points, et puis qu'il puisse y avoir jusqu'à 8 dimensions perceptives comme la couleur, la texture, l'orientation, qui peuvent aussi faire passer des données. Et enfin, dans des concepts beaucoup plus récents, l'idée qu'il va optimiser et peut-être minimiser la complexité du graphique pour qu'on ait vraiment juste les données qu'on souhaite faire passer de façon la plus intègre possible. Et donc, cette idée d'intégrité des graphiques qui me paraît extrêmement important, et particulièrement dans le monde d'aujourd'hui, comment faire passer les données de sorte que la perception de la personne qui le regarde soit la plus honnête, réaliste, regarder les données face à face dans un graphique de données. Voilà. Alors, c'est une introduction, c'est un petit peu aussi l'état de l'art en termes de ce qu'on appelle data visualization, comment on fait pour représenter des données. Il y a des livres entiers là-dessus, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans les cours suivants, on commencera à voir quelles sont les étapes cognitives et quelles sont les étapes dans notre cerveau qui permettent de percevoir des graphiques. Merci beaucoup de votre attention.